Pris dans ce chaos, le petit Marshall se tourne vers la musique. Marshall a baigné dans la musique 24 heures sur 24. Quand j'étais enceinte, je chantais. Il y avait de la musique en permanence. Il se battait contre le mur, il avait l'air dans son monde et il se balançait. Constamment. Dans le bus, en voiture, dès qu'il y avait de la musique. À l'école, on me disait « Il est arriéré, il faut qu'il arrête de se balancer comme ça ». Il se balançait comme ça tout le temps, d'avant en arrière. Et il continuait encore et encore. Il s'est balancé comme ça les 8 premières années de sa vie, en rythme avec la musique. En grandissant, Marshall trouve un exutoire, le monde merveilleux des super-héros et de la BD. Il voulait agir comme les héros de bande dessinée. Je devais le retenir. On ouvrait la porte de sa chambre, il jouait à son jeu de musclore. Il regardait ses cartoons, il avait tout ce qu'il voulait. Il s'amusait tout seul. Il n'a eu que lui pendant des années. Il était content. Il jouait avec des amis, mais il aimait créer son propre univers. Il adorait Batman et il se prenait pour Batman. Il voulait toujours porter ce costume. Beaucoup d'enfants adorent jouer à Batman. Il avait toutes sortes de jouets. Très souvent, quand les enfants ont le sentiment de vivre dans la pauvreté ou d'être délaissés, ils ont besoin de se sentir forts et puissants. Ils peuvent parvenir à ce résultat en s'identifiant aux X-Men, à Batman, à Superman. Ils ont alors des super-pouvoirs. Ils se disent « Je ne suis peut-être pas aussi petit, ni aussi maltraité que ça, et je peux m'en sortir en étant un super-héros. » Le talent florissant de Marshall lui procure un refuge dans son existence chaotique. Marshall adorait dessiner. Il y a eu des disputes avec ses professeurs qui croyaient qu'il décalquait. J'allais les voir et je leur disais « Demandez-lui de dessiner ce que vous voulez. Il peut tout dessiner. » Debbie et Marshall déménagent toujours. Marshall change d'école tous les 2 ou 3 mois. C'était toujours le nouveau. Quand il arrivait dans une école, il avait du retard. Il était avec d'autres élèves. Il recommençait toujours à zéro. Dans ses textes, il évoque souvent cette enfance nomade, cette vie itinérante, faite de changements permanents. Ronnie, le fils de Betty, le frère de Debbie, a seulement 2 mois de plus que Marshall. Malgré les disputes entre Debbie et Betty, les 2 garçons restent très liés. Bébés, ils étaient côte à côte, ils gazouillaient ensemble. Ils étaient déjà très liés. Quand ils étaient ensemble, on avait du mal à les différencier. Même couleur de cheveux, mêmes yeux, ils parlaient quasiment de la même façon. Je les encourageais à rire, à danser, s'amuser. Ils formaient une sacrée paire. Je ne voulais pas que ma mère s'occupe de Marshall. Je tenais à être présente. Elle lui a tellement menti. Je ne lui faisais pas confiance. Il y avait eu trop de problèmes, de cris, de bagarres, et puis l'alcool. J'ai coupé court. Je ne voulais pas qu'il subisse tout ça. Ils se sont beaucoup moins vus en grandissant. Debbie emmenait Marshall dans le Michigan. Ronnie restait dans le Missouri. Après ces années de scolarité chaotique pour Marshall, Debbie et lui s'installent définitivement à Détroit, ville marquée par des émeutes raciales et des ravages relativement récents. Il y avait beaucoup de tensions raciales. Le chaos à Détroit était tel que la garde nationale avait été mobilisée. Les rues de Détroit avaient été le théâtre d'une guerre raciale au cours des émeutes de 67. Marshall s'y retrouve plongé. Ils habiteront toujours des quartiers voisins du ghetto. À Détroit, Marshall sera toujours l'un des seuls élèves blancs d'école à prédominance noire. Eminem a grandi dans des quartiers très particuliers. Il y a des maisons, toujours habitées, mais de l'autre côté de la rue, c'est la banlieue. On se retrouve dans un quartier où les gens se sont glissés dans les interstices, un peu comme des Bernard l'ermite. Ils se trouvent une coquille abordable, ils l'investissent et ils ont un foyer.
De l'autre côté de la rue, il y a ceux qui en sont partis. Mais ils ont plutôt le sentiment d'avoir été mis dehors, d'où une aigreur, des tensions de part et d'autre de 8 Mile. À l'école primaire d'Ort de Roseville, Marshall a 9 ans. Il sera tyrannisé des mois par un élève plus âgé, D'Angelo Bailey. Il se fera tabasser jusqu'en janvier 1982, quand Bailey le coincera dans les toilettes et l'assommera avec une boule de neige lestée d'un objet lourd. Son absence passe inaperçue. On le retrouve inconscient, en sang, des heures plus tard. Ça a été un cauchemar. Il n'était pas rentré de l'école. Là-bas, personne ne savait rien. Je l'ai trouvé étendu par terre, dans les toilettes. J'ai demandé des comptes au directeur, aux enseignants. Non, on ne sait rien, on n'a rien vu. Personne ne savait depuis quand il était là. Ce qui m'importait surtout, c'était qu'il reçoive des soins. Parce que quand j'ai retrouvé mon fils étendu par terre, il avait des convulsions. Marshall restera 10 jours dans le coma. J'ai supplié Dieu d'épargner mon fils, mon unique enfant. Je lui ai dit que si j'avais mal agi dans ma vie, qu'il me prenne moi, pas mon enfant. Les médecins disaient que tout espoir était perdu. J'ai vu 21 médecins en 4 jours. Marshall sort du coma pour une longue convalescence. Il doit réapprendre toutes les fonctions motrices. Il a des maux de tête, des pertes de la vision, il a des cauchemars, des vomissements. En frais médicaux, j'en ai eu pour plus de 50 000 $. J'ai démissionné pour m'occuper de lui. Cette situation était accablante. Toute blessure à la tête peut avoir de sérieuses conséquences. Quand le cerveau est touché, les séquelles peuvent durer. Et j'ai eu un patient qui avait été blessé à la tête. Ça l'a rendu particulièrement agressif et coléreux. Marshall a mis 1 an à s'en remettre. On le faisait travailler tous les jours. On lui apprenait à mettre ses chaussures. Il était redevenu presque comme un petit bébé. On lui donnait des tas de médicaments. Ils étaient censés l'aider à récupérer. Tous ces médicaments le transformaient en zombie. Je n'ai pas accepté ça. Je n'y ai pas cru. Ce n'était pas le bon traitement. On tient ça de ma grand-mère. Toute sa vie, elle a fait des rimes. Quand elle était petite, dans l'Alabama, elle travaillait dans les champs de coton avec sa mère. Les Blancs et les Noirs y travaillaient ensemble. Ils chantaient, faisaient des rimes comme ça, pour passer le temps. Le père de Marshall était dans un groupe. Ensuite, quand on a déménagé à Williston, il faisait partie d'un groupe qui jouait au State Line Club. J'ai moi-même été dans un groupe dans le Missouri qui s'appelait à l'époque Daddy Warbucks. Je faisais les chœurs. Je joue de la guitare, du piano, j'écris. Marshall adore la musique. Son premier concert, ça a été les Talking Heads. Ronnie jouait de la batterie. Marshall s'y essayait aussi. Ronnie était un artiste, comme mon petit-fils Marshall. Quand il était petit, je lui achetais une batterie et un ghetto blaster. Il mettait la musique et dansait tout le temps. Ronnie, l'oncle d'Eminem, qui avait à peu près le même âge, est celui qui lui aurait en quelque sorte inoculé le virus du rap. En 1981, Ronnie fait écouter à Marshall une chanson décisive. Il s'agit de Reckless, chanté par Ice-T sur la BO de Breakin'. C'est le premier rap qu'entend Marshall. Il emprunte la cassette à Ronnie, il l'écoutera en boucle. Il faisait de la breakdance dans le Missouri. Il avait un petit panneau en carton que je portais autour du cou. Breakdance, 25 cents pour regarder. Il pouvait passer comme ça des heures et des heures à danser.